Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 14e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et cette semaine, on se retrouve pour une émission un petit peu plus traditionnelle après les éditions précédentes avec Guy Hervier qui est dans nos studios. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, nous avons un invité, en l'occurrence Raphaël Bousquet qui est VP IMIA de la société Palo Alto Networks. Mais avant d'échanger avec Raphaël Bousquet, je vous propose qu'on passe ensemble en revue l'actualité de la semaine. Alors Guy, première info qui a retenu votre attention, c'est un acteur français de l'IoT, finalement pas forcément très connu, en l'occurrence Actility, qui a levé des fonds et qui se situe dans la mouvance des Sigfox, mais sur une norme technologique un peu différente, l'URA. On avait d'ailleurs parlé de cette norme il y a quelques semaines avec notre invité de la semaine d'AvantQuest. Puisque AvantQuest développe des activités sur cette technologie, mais je vous laisse en parler un peu plus précisément que moi. Alors, effectivement, on va pousser un petit cocorico, parce que, comme vous l'avez indiqué, donc Actility, qui est une société qui a été créée en 2010, basée à Lannion. Donc Lannion, c'est en Bretagne, on sait que c'est l'ancien berceau des télécoms françaises, le CNET, version France Télécom. Donc ce qui veut dire que malgré tout, il y a encore sur place finalement de la matière grise. De la matière grise, et c'est ça ce qui est intéressant. Et donc Actility, société créée en 2010, fait donc une quatrième ou une troisième levée de fonds, ou quatrième, je ne sais plus, mais d'un montant significatif puisqu'on est à 71 millions d'euros. Donc c'est quand même significatif. Si on fait le total, on dépasse les 100 millions d'euros de levée de fonds. Donc c'est quand même important. Donc comme vous l'avez indiqué, Actility est dans le domaine de l'Internet des objets, sur une technologie qui est maintenant connue, puisqu'il y a un consortium autour de LoRa avec de très grands acteurs, parmi lesquels on a pas mal d'opérateurs télécoms, et qui donc développent une solution autour de cette technologie LoRa. Donc c'est intéressant dans la mesure où finalement on pourrait se dire c'est l'arbre qui cache la forêt, mais non, parce que comme vous l'avez indiqué, on a un autre acteur champion français, Sigfox, qui lui est sur une autre norme UND Ultra Narrowband, qui est un réseau bas débit, basse consommation, société qui elle est basée à Toulouse, dans la région de Toulouse, et qui a levé 275 millions d'euros, qui a été créé d'ailleurs la même année, donc qui a pris un petit peu d'avance en termes de levée de fonds, et qui est plus développée à l'étranger, parce qu'elle a déjà un certain nombre de réseaux dans pas mal de villes en Amérique du Nord, en Amérique latine. Donc évidemment pour Actility, ces 70 millions d'euros, c'est l'occasion, parce qu'on le sait finalement, dans l'Internet des objets, les modèles économiques ne sont pas encore bien établis. Donc ça veut dire qu'on sait comment dépenser de l'argent pour faire de la R&D, pour développer des produits, etc. Pour en gagner, c'est pas encore très évident. Voilà, c'est pas encore évident. Donc ça veut dire qu'il faut quand même encore pas mal de fonds avant d'arriver à trouver le bon modèle et à gagner de l'argent. Donc ça veut dire qu'on a en France finalement maintenant avec ces deux acteurs, une filière Internet des objets. Donc on peut, alors on nous bassine un peu parfois avec la French Tech, les startups, etc. Mais là, en l'occurrence, sont deux résultats qui sont assez probants, et on ne peut que finalement s'en féliciter et s'en réjouir. Alors, autre sujet, c'est complètement différent. On parle d'un champion du secteur qui est Toshiba, j'allais te dire qui était malheureusement, et qui connaît des déboires, alors pas du tout liés finalement à l'informatique, c'est lié si j'ai bien compris, à l'acquisition de la filiale américaine dans une activité nucléaire. Vous allez me dire ça un peu plus précisément? Absolument. Alors, déjà, pour corriger un peu ce que vous disiez, c'est que Toshiba était un champion du portable. Vous vous souvenez, il y a un petit moment, on l'a un peu oublié. Et effectivement, il a été sorti des charts, comme on dit, du top 5. Il n'en fait plus partie. Donc, déjà, sur le domaine informatique pur, Toshiba d'aujourd'hui n'est
pas tout à fait ce Toshiba il y a qu'était quelques Toshiba années. d'hier. Mais là, je dirais que les problèmes sont effectivement beaucoup plus graves, puisque donc Toshiba avec des difficultés qui ont été aggravées considérablement avec son activité qui n'est, comme vous l'avez dit, qui n'est pas du tout dans l'informatique. Toshiba, c'est un conglomérat japonais de plus de 200 000 personnes, donc ils sont un peu dans beaucoup de choses. Et là, on est dans le nucléaire. Donc il se trouve que Toshiba avait racheté Westinghouse aux États-Unis, donc, qui est une société de construction et de maintenance de centrales nucléaires. C'est l'Areva américain. Voilà. Et donc ce rachat avait été fait en 2007. Donc bon, pour Toshiba, c'était quand même un domaine d'activité qui était quand même assez éloigné de son domaine, de son cœur de métier, comme on dit. Et puis bon, il se trouve que le nucléaire, ces dernières années, a quand même connu quelques difficultés, quelques déboires. Bon, on ne rappelle pas toutes les catastrophes nucléaires qu'il y a pu avoir et qui ont mis un peu un frein d'arrêt dans le développement des centrales nucléaires. Toujours est-il que Westinghouse est dans un marasme absolument total, ce qui fait que ça a une incidence sur l'activité du groupe qui s'est fondu d'un communiqué en disant qui émettait des doutes sur la prolongation de l'activité de l'entreprise dans les termes actuels. Et donc pour essayer de faire face à cette échéance, en gros là c'est des pertes, hein, on ne sait pas encore exactement à combien elles se montent. On avait parlé au départ 5 milliards, après on est monté à 8, sachant 9. que les comptes qui ont été déposés au Nikkei ne sont pas certifiés par les commissaires aux comptes parce qu'on ne sait pas l'étendue exacte des pertes. Voilà, donc pour l'instant c'est une grande incertitude, mais en tout cas on sait que ça se chiffre en milliards de dollars. Et donc, pour faire face à ces échéances et à ces pertes, Toshiba commence à vendre un peu par appartement. Et là, c'est son activité semi-conducteur. Donc, rappelons que Toshiba est le numéro 3 des semi-conducteurs, derrière Intel et Samsung, avec une forte activité dans le domaine flash. Voilà, qui est quand même qui finalement était un bon pari technologique, puisque c'est quand même le domaine qui a cru ces dernières années. Avec les SSD, les mémoires mobiles. Absolument, et qui est promis un très bel avenir dans les années qui viennent. Donc on vend, là c'est un gros bijou de famille, et il y a, donc c'est valorisé à 17 milliards de dollars, donc c'est important. Et évidemment, il y a plein d'acteurs qui sont présents. Foxconn aurait déjà fait une offre à 27 milliards de dollars. Il y a Broadcom, il y a Google serait intéressé, Amazon. Mais enfin, on pourrait en citer beaucoup. Donc c'est un événement qui est arrivé ces dernières semaines, mais dont on verra le dénouement, en tout cas l'évolution, et qu'on suivra avec attention dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, pour Toshiba, c'est quand même un accident de parcours très grave et très difficile à surmonter. Alors, on change complètement d'univers. On parle de langage de développement pour nos lecteurs qui développent, et ils sont sûrement curieux d'apprendre quel est le hit parade des langages de programmation les plus utilisés. J'allais dire, il n'y a pas forcément beaucoup de surprises, mais bon. Alors, déjà, on dit ça pour nos lecteurs qui sont développeurs, mais pour les autres également, que ça peut intéresser de savoir quels sont les... Donc, c'est une société qui s'appelle Tiobe, qui est une société d'assurance qualité logicielle, donc qui, en gros, fait de l'audit de qualité de logiciel et qui fait une espèce... donc, c'est un indice mensuel, enfin, un hit parade mensuel des 50 premiers langage de programmation. Alors, en gros, l'idée, c'est pas de dire quel est le langage le plus apprécié ou le plus populaire, mais c'est l'idée sur une méthodologie qui est un petit peu compliquée, mais en gros, c'est le taux d'utilisation, le taux de popularité, dans le sens de diffusion du langage. Et alors, la première constatation, c'est qu'on le sait déjà, mais finalement, les langages de programmation, c'est un univers qui est extrêmement éclaté. C'est-à-dire que là, on en a 50, et bon, évidemment, les derniers, ils ont des utilisations qui sont... Le 50e fait 0,25% de part de marché. Voilà, donc c'est très peu, mais enfin, il existe quand même, ils n'ont pas disparu. Par exemple, l'ABAP, donc ABAP, on a un peu oublié ce que c'était, mais c'est le langage de développement complémentaire pour les logiciels SAP. On a le COBOL qu'on dit... Top 25, hein. Il est
25e, qu'on dit mort depuis déjà 30 ans. Il existe encore. On sait d'ailleurs qu'il y a des gros acteurs comme IBM qui ont lancé tout un tas d'initiatives pour faire en sorte pour former des gens au COBOL, parce que malgré tout, il y a encore des milliers d'applications COBOL qui existent et il faut bien continuer à les développer, à les maintenir. Alors Fortran, j'ai vu aussi du Fortran. Fortran, donc Fortran, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Donc ça nous rappelle de bons souvenirs. Alors ce qui est important à noter également, c'est que les trois premiers, sans trop de surprise, le premier c'est Java, qui sort assez largement du lot. Et bon, Java, rappelons que c'est quand même une création pure de Sun Microsystems dans les années 94. Donc c'était franchement une révolution, on peut dire. Une révolution, et c'est une belle réussite. Ensuite, on a les C, C++ et C Sharp, donc un peu dans la même famille, qui viennent. Et puis après, il y a tous les autres langages qu'on connaît, donc les langages de script, enfin, etc. Il y en a plein, puisqu'on a dit il y en a 50. Et puis alors, autre élément qu'on peut noter, c'est que un langage qui est une espèce de dérivé de PHP qui s'appelle Hack, qui a été lancé par Facebook il y a 3 ans, pour la première fois, fait son apparition dans le top 50. Donc la question, c'est qu'on voit bien que ces grands acteurs du web, donc on les connaît, hein, c'est les GAFA et puis 2-3 autres, ils ont de tels besoins, je dirais, en informatique, à la fois dans leur data center, en matériel, en logiciel, des besoins très spécifiques, finalement, qui peuvent lancer des solutions qui s'imposent sur leur marché comme très rapidement, assez rapidement et qui peuvent être utilisées par les autres. Par exemple, on le sait, Facebook, pour ses propres data centers, a défini des caractéristiques pour les serveurs, pour faire en sorte qu'ils... Voilà. Donc ça, c'est pour... On peut se dire, mais c'est bizarre parce que Facebook... Mais en fait, Facebook, il faut se rappeler quand même que... Enfin, il faut se rappeler, on l'oublie effectivement un petit peu, c'est qu'il y a quand même des data centers qui vont tourner tout ça. C'est beaucoup de data. Et là, en l'occurrence, c'est des langages de programmation qui sont un peu particuliers. Donc, on verra si ce langage arrivera à prendre le pas sur PHP, dont il est, alors on dit un dérivé ou un dialecte de PHP, mais on verra un peu, on suivra son évolution dans les prochains mois pour voir il monte dans le classement et s'il se rapproche de son grand cousin ou de son grand-oncle. Je ne sais pas comment on peut faire les liens de parenté entre les deux. Très bien, ça c'était pour la semaine précédente. D'ailleurs, pour nos lecteurs qui sont intéressés, je les invite à aller sur le site. Il y a le hit parade détaillé, donc ils vont pouvoir revoir un peu leur propre langage s'ils le développent eux-mêmes. Pour la semaine à venir, un événement Microsoft qu'on attend. Alors, c'est pas officiel, mais on parle d'un concurrent à Chrome OS. En tout cas, ce sont les dernières rumeurs. Oui, alors en fait, c'est pas la semaine à venir, mais c'est le 2 mai, donc c'est très bientôt, et on a voulu le mentionner. Bon, il se trouve que l'invitation a déjà été faite et a été lancée, et il se trouve que c'est une blogueuse qui est bien connue dans le milieu Microsoft, qui s'appelle Marie-Jo Follet, qui a donné l'information, et donc qui a donné un peu le périmètre, défini le périmètre de cette annonce, sachant que pour l'instant, on n'en sait pas. On sait rien. On ne sait pas encore grand-chose. Effectivement, ça concerne le monde de l'éducation. Alors, ça concerne le monde de l'éducation, et donc, on connaît la question entre clients légers et clients lourds. Ça fait longtemps qu'on en parle, ou clients obèses. Et il se trouve que c'est vrai qu'on a des PC qui sont surdimensionnés par rapport à ce qu'on fait. Donc il y a eu l'initiative Chrome OS par Google il y a quelques temps qui commence à s'implanter sur le marché. Et donc là, l'idée, ce serait effectivement, ça pourrait être une version Windows 10 allégée. Alors il y a le mot cloud dedans parce que maintenant dans tout ce qu'on fait, il faut mettre cloud, mais ça n'aurait peut-être pas de lien nécessairement avec le cloud, sachant quand même que cette version allégée pourrait faire tourner des applications qui sont sur le store de Microsoft. Donc, on n'en sait pas encore trop là-dedans, mais en tout cas, c'est une annonce importante. Et c'est vrai qu'on peut remarquer d'ailleurs, entre parenthèses, que Microsoft, pour tout ce qui est lié au poste de travail, n'a pas été très, très actif, enfin, en tout cas, n'a pas beaucoup communiqué sur ce sujet-là, puisqu'on sait que le slogan de Satya Nadella, c'est Mobile First, Cloud First. Donc, le poste de travail est devenu un
peu... pas accessoire. Oui, mais c'est vrai, quand on compare le mobile et puis le poste de travail, on est dans un rapport de 1 à 6 en termes d'unité. Donc, on est dans des... Donc, cette annonce sera intéressante et ça permet de faire le lien entre, malgré tout, les versions de Windows qui se sont succédées, qu'on suit, puisqu'il y a le site Net Market Share qui donne des indications mensuelles sur les parts de marché. Et on voit bien que, bon, alors évidemment, on le rappelle à chaque fois, mais c'est un casse-tête pour les directeurs informatiques hein, qui doivent passer d'une version à une autre. Et à peine ils sont à la nouvelle version que Microsoft a fait déjà. Une version supplémentaire. Donc ils commencent à en avoir un peu assez et vraisemblablement on va sortir un de ces jours de cette problématique. Il se trouve que Windows 7 est encore... officiellement abandonné, hein, c'est ça? Alors il est peut-être abandonné, mais en tout cas c'est le plus présent. Non, c'est plutôt Windows Vista, pardon. Oui, alors Vista est officiellement abandonné cette semaine. Hein. Voilà, donc c'est lui, effectivement, quand on regarde dans les classements, il y a beaucoup de gens qui l'ont gentiment évité. Donc Windows 7 est encore le plus présent, donc à la fois dans les entreprises, chez les particuliers, et Windows 10 n'est que présent dans 25%. Donc c'est encore un gros travail d'évangélisation. Absolument, non seulement d'évangélisation, mais de migration. Oui, c'est l'étape suivante. Oui. Eh bien, très bien, merci pour ce passage en revue de l'actualité de la semaine. Et pour conclure, avant de vous passer la parole à Raphaël Bousquet, un petit coup de gueule à l'occasion d'une étude qui est sortie par un organisme qui s'appelle Oxfam et qui analyse les trésors de guerre stockés offshore par les grands, alors pas seulement les GAFA d'ailleurs, hein, mais en tout cas par l'ensemble des entreprises américaines, les fameuses entreprises du Fortune 500. Alors nos lecteurs ne seront pas surpris, ils vont retrouver Apple en première place, mais il y a d'autres acteurs qui sont finalement plus discrets, mais qui sont bien placés quand même. Absolument. Donc c'est l'Oxfam qui est une ONG hein, qui, comme vous dites, fait un peu l'analyse des transferts de flux financiers et qui donc arrive à un total de 1600 milliards de dollars de bénéfices de ces entreprises qui ont été placées. Alors on parle de paradis fiscaux, mais on parle aussi de... Alors il y a des terminologies un peu dans des lieux non coopératifs, ou enfin des choses... Donc 1600 milliards, c'est considérable, sachant qu'effectivement, dans ces paradis fiscaux, la fiscalité n'existe pas, donc il n'y a pas d'imposition, donc c'est de l'argent qui est dormant et qui peut servir aussi éventuellement à des rachats. Et bien entendu, les sociétés américaines ne souhaitent pas rapatrier ces fonds sur les États-Unis, puisque sinon elles vont être fiscalisées. 30%, je crois. Voilà, 35%. Donc, sachant qu'en Europe aussi, on connaît bien le phénomène, puisqu'elles échappent beaucoup à l'impôt, elles font des opérations à partir de ces paradis fiscaux. Sachant qu'en Europe même, il y a ces paradis fiscaux. Alors, vous l'avez dit, le hit parade, donc il y a Apple, hein, on en a parlé assez fréquemment, premier avec 180 milliards. Le deuxième, c'est General Electric. Donc lui, on en a parlé un peu moins parce qu'il n'est pas tellement dans notre secteur. Et puis le troisième, c'est Microsoft. Microsoft, avec plus de 100 milliards de dollars, dont on parle très peu. Finalement. Il s'est bien, je ne sais pas comment il a fait pour faire en sorte que ça n'apparaisse pas trop. Cela dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé récemment d'un contrat du ministère de la Défense avec Microsoft France, qui en fait n'était pas fait avec Microsoft France. Il est passé par l'Irlande. Par l'Irlande, pour les raisons qu'on vient d'expliquer là. Donc Microsoft est donc aussi dans ce jeu-là. Très bien, bah écoutez, on conclura là-dessus, sûrement un sujet sur lequel on aura aussi l'occasion de revenir. En attendant, je vous laisse échanger avec notre invité de la semaine, Raphaël Bousquet de Palo Alto Networks, un acteur plus qu'émergent maintenant de la cybersécurité. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Bousquet, qui est vice-président Europe du Sud pour la société Palo Alto Networks. Raphaël Bousquet, bonjour. Bonjour. Alors, juste pour préciser déjà, l'Europe du Sud, ça couvre les pays qu'on connaît, hein, la France évidemment, l'Ibérie, l'Italie. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans cette zone-là ? Espagne, Portugal, Italie, Grèce et Israël.
Très bien. Alors, vous savez, on commence toujours cette interview par une question ou un sujet qui a retenu votre attention, un sujet d'actualité qui a retenu votre attention. Et alors vous êtes, vous, évidemment, en plein immergé dans la sécurité. Quels sont les thèmes ou le thème qui a retenu votre attention ces derniers temps? Très bien. Alors, en fait, je vais rester assez proche de ce thème-là. Le sujet qui a retenu mon attention récemment est la décision au mois de mars dernier du gouvernement français d'interdire le vote électronique pour les citoyens français à l'étranger. Je dirais une fois n'est pas coutume, contrairement aux élections en 2012, les citoyens français à l'étranger vont subir un bond technologique en arrière. Donc ils vont être obligés de se rendre dans les consulats pour Exactement, déposer leur bulletin. Exactement. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement français sur recommandation de l'ANSSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et de son directeur général, qui a considéré que les cyberattaques le risque de cyberattaque était trop élevé, et donc l'influence sur les résultats, voire sur l'annulation du vote, était trop important. Si je fais un petit retour arrière un peu plus important, je pense que tout le monde se rappelle des suspicions d'influence du vote des élections américaines. Enfin, il y a une enquête en cours. Voilà. Donc, sans citer les origines discutées. Et tout ceci dans un contexte d'élection présidentielle française dans quelques jours, d'élections législatives au mois de juin en France, avec un contexte économique, socio-économique assez unique, et j'aurais tendance à dire instable en France. Tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, chacun d'entre nous a pris pour habitude, dans son quotidien, sans s'en rendre compte finalement, d'avoir recours à la technologie. Vous allez commander un taxi sur votre téléphone, vous choisissez votre place d'avion sur votre téléphone, vous allez commander des fleurs ou faire vos courses sur un supermarché sur votre téléphone. Aujourd'hui, ces formidables avancées technologiques, encore une fois presque transparentes pour nous, sont mises en danger par des risques et des cyberassaillants, plus que jamais, j'aurais tendance à dire. Et finalement, donc, qu'est-ce que je sors de tout ça? Pour moi, le thème d'actualité, c'est que finalement, la cybersécurité est un thème qui est plus que jamais aujourd'hui dans la vie de tout le monde. C'est dans les top priorités de nos dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants des entreprises françaises et étrangères. Le risque n'a jamais été aussi grand. Les risques sont même ciblés aujourd'hui, ça c'est aussi une des nouveautés. Et chacun doit assimiler ce nouveau risque, le comprendre et prendre les bonnes décisions le concernant ou concernant son entreprise pour savoir le manager. Comme on dit couramment, c'est toujours l'humain qui est le maillon faible de cet ensemble-là. Juste pour terminer là, sur le point des élections, alors un premier commentaire, c'est que c'est pas parce qu'on va retourner au bulletin manuel qu'on est sûr que tout va bien se passer. Le bourrage des urnes, on sait ce que ça veut dire. Mais est-ce que vous pensez qu'en gros, la décision qui a été prise, c'est on se dit on arrête tout jusqu'à temps qu'on ait les garanties de pouvoir repasser au vote électronique, ou est-ce que vous pensez qu'on se dit finalement les conditions ne seront jamais réunies pour qu'on puisse le faire? Alors, j'ai pas tous les détails de cette décision. Je pense qu'on n'arrêtera pas l'avancée technologique et l'évolution, donc on y reviendra très certainement. Je pense que le délai de 3 mois était peut-être pas suffisant pour s'assurer de la complète sécurisation de ce processus. On y reviendra très certainement. Je sais qu'il y a des appels d'offres en cours par les ministères actuellement. C'est une question de temps. Très bien. Alors, on revient plus spécifiquement à Palo Alto Networks. Il y a eu une annonce récente en février, et donc que vous avez qualifié d'annonce la plus importante que vous ayez jamais faite. Donc dedans, il y avait donc des nouvelles plateformes, donc ça veut dire des appliances de sécurité de firewall. Il y avait donc des appliances virtualisées. Il y avait une nouvelle version, la V8 de votre PAN-OS. Alors, pourquoi c'est l'annonce la plus importante? Et deux, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ces différents éléments? Alors, en toute humilité marketing, cette annonce a été appelée colossale. Effectivement, c'est l'annonce la plus importante. C'est colossal avec un C ou un K? Avec un C, en l'occurrence. Effectivement, l'annonce la plus importante de la jeune histoire de Palo Alto Networks, qui, je rappelle, est une société qui
qui est née en 2005, donc assez récente. Effectivement, plusieurs angles. Tout d'abord, de nouvelles plateformes hardware. Je rappelle que Palo Alto Networks est une société qui vend des plateformes nouvelle génération firewall. Vous utilisez le terme plateforme plutôt que appliance, c'est à dessein ou pour vous c'est la même chose? Non, alors effectivement, ce sont des appliances qui vont utiliser des services dans le cloud. C'est pour ça qu'au final, je parle de plateforme, c'est plutôt une philosophie. Donc de nouvelles plateformes, avec évidemment, c'est le sens de l'histoire, des performances très fortement accrues, mais là où c'est intéressant, avec un point d'entrée de prix financier beaucoup plus agressif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'ensemble de notre offre d'appliance est aussi disponible, et c'est une spécificité de Palo Alto Networks, sous forme de virtual machine. On a des accords assez forts avec des partenaires comme VMware, par exemple. Donc ça, c'est une forme d'utilisation des services sécurité qui est en croissance et qui a commencé par les États-Unis, qui arrive en Europe. Donc, comme vous dites, elles sont disponibles sous forme de virtual machine, ça veut dire qu'elles sont disponibles sur le cloud, sur des clouds de partenaires que vous avez, c'est ça? Voilà, très bien, tout à fait. Donc certains clients vont décider d'utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités dans un mode virtualisé. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nos solutions sont disponibles sur les clouds de Microsoft Azure, par exemple, ou de AWS. Okay. Le troisième élément, c'est une nouvelle version, Pano S8, qui inclut 70 nouvelles fonctionnalités. Je vais en citer que 2. La première majeure, qui est un service qui s'appelle Aperture, qui va permettre de sécuriser les applications dans le cloud. On a passé des partenariats assez forts avec différents acteurs. Je peux en citer quelques-uns. Dropbox, qui ont des services d'entreprise. On le connaît pour le grand public, mais ils ont aussi des services d'entreprise. Microsoft pour Office 365 et les différentes composantes pour le mail, Yammer, etc. Google, Salesforce.com. Il y a une dizaine de partenaires avec qui on a des accords forts. C'est une liste qui s'augmente. Et aujourd'hui, on va donner la possibilité à nos clients, tout en utilisant et réutilisant les plateformes Nation Firewall de Palo Alto Networks, de pouvoir sécuriser avec les mêmes outils les applications qui ne sont pas derrière leur data center, mais qui sont dans le cloud. Voilà. Ça, c'est une évolution importante et une demande de nos clients. Cette solution s'appelle Aperture et vient d'être lancée en Europe sur des data centers européens, ce qui montre aussi l'investissement de notre société sur le marché européen, avec toutes les questions de privacy que certaines sociétés ou secteurs publics peuvent avoir. La deuxième fonctionnalité très importante, qui est assez unique et nouvelle, c'est lié au vol d'identifiant. Donc on va mettre en place des fonctionnalités qui vont réussir à isoler et se rendre compte éventuellement du vol d'identifiant au travers des flux qui vont sortir de l'entreprise. On a des outils et des fonctionnalités qui permettent de filtrer les URL. Donc nous connaissons les URL malveillantes. Lorsque, dans le cadre de phishing, par exemple, de mail de phishing, lorsqu'on va voir des identifiants qui vont sortir du réseau vers ces sites malveillants, on va savoir arrêter ça. Donc ça, c'est assez nouveau et très unique. Pour en revenir à la fonctionnalité précédente, cette fonction de sécurité, donc vous la proposez sur les différentes applications que vous avez mentionnées, mais est-ce que par exemple Microsoft ou Salesforce peuvent les proposer de manière packagée sur leurs propres applications? Comment ça se... Je vais vous donner un exemple, je prends l'exemple de Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft a des solutions de sécurisation de ses applications cloud. Par contre, ce sont des fonctionnalités liées à leurs propres applications. Notre offre est plus large, c'est pour ça qu'on intéresse les clients. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de projets Office 365 sur le marché aujourd'hui, et on a beaucoup de projets de sécurisation de ces projets-là. Et on a plusieurs exemples actuellement de projets où on travaille main dans la main avec les équipes Microsoft pour faire avancer ces projets sur leurs clients. Donc c'est un travail main dans la main. Très bien. Vous pouvez citer quelques clients français d'ailleurs Il y a quelques tours autour de nous avec des noms qui sont concernés. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une dynamique nouvelle sur ce type de projet, sur les grands acteurs, surtout sur les grands acteurs du CAC 40 français, qui sont aussi beaucoup nos cibles et nos clients aujourd'hui. Ces projets-là, on ne les voyait pas il y a 6 mois. Aujourd'hui, j'ai plusieurs projets en France, par exemple, actuellement, qu'on vient de signer
pour sécuriser des projets Office 365. Alors, Palo Alto Networks, c'est une société qui est cotée en bourse. Et il se trouve que, à la suite de l'annonce des derniers résultats trimestriels, donc sur les 3 derniers mois, il y a eu une chute de quasiment 25% du cours de l'action. Donc on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis si on regarde un petit peu en détail, effectivement, le chiffre d'affaires réalisé est légèrement inférieur au chiffre d'affaires attendu, mais quand on regarde les taux de croissance, on a quand même des taux que beaucoup de sociétés aimeraient faire. À peu près la même chose pour ce qui concerne le bénéfice net. Donc est-ce que finalement, comment vous expliquez cette espèce de surréaction des opérateurs financiers sur des résultats qui sont certes un peu en deçà, qui provoquent une certaine déception, mais qui engendrent, c'est un peu le battement d'aile de papillon qui provoque quelque chose. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est parce qu'on est sur un secteur, la sécurité, qui est très, très sensible? Alors, plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois. On est sur un secteur de la cybersécurité qui est très très surveillé par les acteurs de marché, très sensible, avec des valorisations très très fortes. Et finalement, chaque événement de ce type est regardé de très près. Dans le cas présent, on va parler de 1% de différence par rapport aux attentes. Ce que je retiens, c'est que, et certainement une des raisons de la déception du marché, c'est que la société Palo Alto Networks a cru de 50% sur sa dernière année fiscale, sur, ce qui est un chiffre massif, sur les 6 premiers mois de l'année fiscale en cours, on a cru 30%. On avait d'ailleurs annoncé avant le début de l'année au marché que, étant donné la taille que nous étions en train d'avoir, puisqu'on est en train de devenir l'acteur numéro 1 sur le marché de la cybersécurité avec cette dynamique-là, on allait malheureusement abandonner des croissances au-delà de 50%. Aujourd'hui, à 30% de croissance sur le premier semestre, on est à peu près 5 à 6 fois supérieur à la croissance du marché. Le marché de la cybersécurité est reconnu comme un marché en croissance, déjà ce qui est intéressant, aux alentours de 6 à 7%. Sur les 6 premiers mois, Palo Alto Networks a cru de 30%. Un élément intéressant pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre 30% d'augmentation de chiffre d'affaires, mais plus de 60% de croissance sur les services cloud de sécurité. Donc ça veut dire effectivement qu'on a des clients qui adhèrent à notre modèle, qui est un modèle où on a des plateformes nouvelle génération avec des services de sécurité. Donc ce n'est pas une remise en cause de votre modèle, de votre croissance, etc. Bon, c'est on va dire un accident de parcours spécifique, mais il n'y a pas de... Je veux dire, votre tendance, elle est toujours sur le même rythme. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas, suite à cette annonce-là, enfin à vos résultats, vous n'avez pas dit, bon, bah, à l'avenir, il va falloir être un petit peu plus... enfin, un peu moins gourmand, peut-être. Enfin, je sais pas comment... Écoutez, je pense que les résultats... des performances de vente parlent d'eux-mêmes, je viens d'en parler, 30% sur les 6 premiers mois au niveau global. Sur la zone qui nous concerne, on est au-delà de ces chiffres-là. La réalité, c'est que nos clients apprécient notre plateforme. En 2005, il y a eu une idée géniale qui a été mise sur le marché qui a créé l'appellation Firewall Nouvelle Génération, avec des fonctionnalités notamment de visibilité applicative user inconnus jusque-là. Aujourd'hui, nos clients, lorsqu'ils ont l'opportunité de toucher nos technologies, ce qu'on essaie de pousser autant que possible, apprécient énormément nos plateformes. On a eu un lancement au mois de février qui a été colossal, avec une évolution et un élargissement de notre portfolio, notamment vers un peu plus d'entrée de gamme, avec une meilleure agressivité financière sur nos plateformes. Pour le moment, tout se passe bien. Effectivement, le marché est très sensible, ça continuera. C'est le cas pour nous et c'est le cas pour les différents acteurs sur ce marché-là. Très bien. Alors, le dernier point, c'est, enfin, la dernière question que je voulais vous poser, c'est, il y a eu une annonce récente dans le domaine de l'Internet des objets d'une alliance sur, donc c'est IoT, Cybersecurity Alliance, à laquelle vous participez. Au départ, là, je n'ai pas regardé depuis s'il y avait d'autres acteurs qui s'y étaient joints, mais au départ, il y avait 6 fondateurs
acteurs, dont vous-même, aux côtés de Nokia, IBM, AT&T. Alors on le sait, l'Internet des objets au départ n'avait pas été vraiment pensé avec la notion de sécurité. Ça a été rattrapé après parce qu'on a vu qu'il y avait eu de gros problèmes. Mais finalement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est pour vous la finalité d'une telle initiative? Alors, si vous vous rappelez, on fait un petit retour en arrière de quelques mois. Il y a eu, pas très loin de chez nous, un événement assez majeur lorsque des hackers ont utilisé un réseau oui, on en avait parlé, oui. De caméras pour réaliser des attaques. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que aujourd'hui, au-delà des systèmes d'information classiques, des data centers, des réseaux, etc., il se passe quelque chose beaucoup plus large autour de nous avec tout ce qui est autour de l'IoT, qui fait que lorsque les cyberassaillants vont réussir à mettre la main sur ces réseaux-là qui sont de plus en plus connectés, le risque devient majeur. Et je fais un rebond à mon premier sujet. Aujourd'hui, on utilise tous la technologie sans s'en rendre compte. Lorsque demain, le réseau des parcs-mètres, des caméras, voire un vrai sujet d'actualité, des avions, aujourd'hui l'aéronautique est un sujet qui est en train de se connecter de plus en plus, mais qui fait très attention aux risques des hackers. Éventuellement même des pacemakers, non? On pourrait... Par exemple, voilà, je dirais, il n'y a presque pas de limite. Donc effectivement, il y a cette alliance qui a été créée. Ça me fait penser à une autre alliance que nous avons créée il y a quelques années, qui est la Cyber Threat Alliance, qui a été créée par 4 acteurs, dont Palo Alto Networks, qui met en place une plateforme en commun de veille technologique afin finalement, notre approche c'est de dire quoi? C'est de dire partageons ça peut paraître surprenant, mais partageons nos ressources de veille technologique sur les cyberattaques. Palo Alto Networks a une entité qui s'appelle Unit 42 qui surveille en permanence les nouvelles attaques et souvent découvre des nouvelles attaques comme récemment sur macOS. Mettons ça en commun afin de tout simplement permettre de rendre toutes ces attaques infructueuses. Donc cette alliance CTA a été élargie récemment à de nouveaux membres majeurs. C'est une association à but non lucratif qui permet d'être plus efficace pour lutter contre les cyberattaques. Très bien, c'est une approche un peu qu'on pourrait comparer, enfin évidemment il y a des limites, mais à l'open source, c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est de mettre des choses en commun, et puis après chacun évidemment est concurrent de l'autre. Voilà, exactement. Ça peut paraître surprenant, puisqu'on est finalement dans un monde aussi très compétitif. On a, il y a quelques années, décidé de créer cette alliance avec une approche de mise en commun des forces, notamment de veille, et après, il n'empêche qu'effectivement chacun est concurrent sur ces marchés plus ou moins concurrents ou complémentaires. Il y a plusieurs acteurs de la cybersécurité, on n'est pas tous sur les mêmes marchés. Aujourd'hui, cette alliance CTA a été élargie à des acteurs importants. Ça montre aussi qu'il y a une volonté du marché et des acteurs d'être efficaces face aux attaques pour le bénéfice de tout le monde. Très bien, je crois qu'on a compris. Le message, c'est que la cybersécurité, c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler, donc on aura sans doute l'occasion de recevoir. Raphaël Bousquet, merci beaucoup. Merci Guy. Merci à vous Guy, et merci à Raphaël Bousquet de nous avoir éclairé sur la stratégie de Palo Alto Networks et les enjeux en matière de cybersécurité. Chers internautes, merci de nous avoir suivis, et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.